Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Veto du mois. Chez Vet Masterclass, nous avons à cœur de vous accompagner dans votre quotidien de vétérinaire, mais aussi de manager ou simplement de vous faire découvrir de nouvelles inspirations. Le Veto du mois est pour nous un moment partagé avec des vétérinaires emblématiques de la profession. Un moment pour essayer de décrypter ensemble le parcours d'un invité, sa vision de la profession, des anecdotes, des conseils ou encore des difficultés rencontrées. Bref, partagez le temps d'une interview, l'expérience de vétérinaires inspirants, des rencontres conviviales, comme si nous étions dans votre salon au coin du feu. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un vétérinaire passionné par l'accompagnement des chevaux de sport de haut niveau et le bien-être du cheval au sens large. Direction la Suisse. Charles Trollier nous accueille en toute simplicité et nous fait voyager au cœur de ses expériences si admirables et engagées. Plus de 25 ans en tant que vétérinaire FEI, 8 ans de vice-présidence et 12 ans de présidence au sein du comité de la Fédération suisse des sports équestres. Le tout, bien sûr, avec son activité vétérinaire en parallèle. Depuis plus d'1 an, il est également président du Conseil et Observatoire suisse de la filière du cheval. On vous laisse découvrir son parcours mené par la passion du cheval sous toutes ses formes, sa vision très objective du bien-être et son professionnalisme. Olivier Geffroy vous emmène dès maintenant à la rencontre de Charles Trollier, cet homme exceptionnel que nous avons eu le plaisir de découvrir. Très bien, Charles, je suis très heureux de t'accueillir sur notre petite rubrique le Veto du mois. C'est un plaisir d'y participer. C'est la première fois que nous sortons de l'Hexagone et donc nous franchissons le Jura ou les Alpes selon le côté par lequel on arrive pour nous rendre en Suisse. Donc tu es un personnage éminent du monde du cheval en Suisse et par voie de conséquence en Europe. Comment tout ça a commencé ? Comment le petit garçon Charles a-t-il rencontré le cheval ? J'allais dire c'est à cause de ma sœur, parce qu'elle est un peu ma cadette, mais comme toutes les petites filles, elle adorait les chevaux et sa chambre était pleine de photos de chevaux. Et le jour où elle a commencé à monter à cheval, j'ai fait une grosse crise de jalousie parce que je voulais monter aussi à cheval et on m'avait dit toujours « attends un petit peu, t'es pas assez grand ». Et c'est comme ça que vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à monter à cheval. Parallèlement à ça, l'idée d'être vétérinaire m'habitait aussi depuis longtemps, mais pas spécifiquement dans la direction de l'équine. Et puis les deux se combinant, eh bien, ça s'est trouvé que ma profession et ma passion pour le cheval ont pu se réunir. Donc tu as été cavalier. Cavalier, mais à un niveau extrêmement basique. Je me suis amusé dans quelques petites compétitions, mais je n'ai jamais été bien haut de ce côté-là. J'ai par contre été amené à accompagner un certain nombre de chevaux, à groomer un certain nombre de chevaux par la suite, et puis aussi à organiser des compétitions. Donc ça m'a donné un petit peu cette vision triple du vétérinaire, parfois vétérinaire officiel, de l'organisateur et puis du concurrent, plus comme je disais en tant que groom qu'en tant que cavalier, mais disons celui du participant quand même, ce qui est assez intéressant. Et alors, une fois devenu vétérinaire, tu es resté cavalier ? Oui, je continue même encore aujourd'hui à monter à cheval à titre totalement de loisir, histoire de me changer les idées. Donc il y a toujours eu des chevaux dans ma vie et j'ai toujours eu l'occasion de monter sur leur dos aussi à l'occasion et même exceptionnellement d'aller me mettre au guide d'un attelage, mais ça c'était plutôt pour savoir ce que c'était. Encore que j'adore la chose, mais je n'ai pas vraiment l'occasion de pratiquer l'attelage. C'est quelque chose qui est développé beaucoup, l'attelage en Suisse ? Il y a une bonne tradition parce qu'elle était, disons, déjà basée sur les établissements d'État qui étaient le dépôt fédéral des chevaux de l'armée et le haras national qui avaient évidemment, comme les haras nationaux en France, de très bons meneurs et qui ont donc pas mal avancé là-dedans. Et puis on a encore aujourd'hui quelques bons meneurs aussi qui, au niveau compétitif. Et il y a une certaine tradition d'équitation et d'attelage dans le monde équestre suisse, liée beaucoup quand même encore à l'équitation militaire. Il ne faut pas oublier que la Suisse est un des derniers pays d'Europe occidentale à avoir eu une cavalerie de combat, puisqu'elle a été abolie il y a juste maintenant 50 ans, en 72. Mais ça a encore fortement marqué l'inconscience, surtout avec le système militaire suisse de l'armée de milice, qui fait que tout citoyen étant un soldat aussi, ceux qui étaient dans la cavalerie étaient aussi des
praticiens de tous les jours, ils rentraient à la maison avec leur cheval d'armes, et ce cheval d'armes les accompagnait aussi, c'était beaucoup des paysans, sur les travaux du domaine ou dans des compétitions, outre leur période militaire. Et ça, c'est un système qui existe toujours, ce système militaire en Suisse Alors, le système militaire de milice existe toujours en Suisse. C'est toujours effectivement une formation de base, puis des périodes dites courtes de répétition. Et on a encore quelques unités hippomobiles, essentiellement au niveau des transports, donc des troupes du train, qui font du transport dans des zones peu accessibles, montagnes, etc. Et surtout des officiers ou des cadres qui sont également montés. J'ai encore eu pas le privilège de faire une école de cavalerie, là elle avait juste disparu au moment où j'ai eu l'âge de la faire, mais par contre de faire une école d'officier vétérinaire où nous sommes montés à cheval assez régulièrement, c'est même là que certainement que j'ai fait mes plus grosses performances en sautant un peu plus haut que la moyenne. D'accord, très bien. Donc cavalier ayant envie d'être vétérinaire, donc tu t'es retrouvé étudiant vétérinaire, quel souvenir tu gardes de ce parcours en école vétérinaire ? Berne, puisqu'en fait, c'est la seule. Il y a 2 écoles vétérinaires ou 2 facultés, puisqu'elles sont directement universitaires en Suisse, qui sont Berne et Zurich. La première chose, c'est qu'il a fallu que je me mette à l'allemand. On apprend l'allemand dans notre cursus scolaire normal, c'était de loin pas ma meilleure branche au baccalauréat, et puis il a bien fallu suivre l'essentiel des cours en allemand, pouvoir quand même aussi un petit peu s'arranger dans sa vie de tous les jours, mais maintenant, bien quelques années après, je ne le regrette pas du tout, parce que si je n'avais pas fait ce passage-là, je pense que je n'aurais pas pu faire toute une série de choses que j'ai faites dans ma vie, en particulier au niveau justement de l'équitation et des activités équestres. Il ne faut pas oublier que la Suisse, c'est plus de 60, 65, 66% de germanophones. Donc nous sommes francophones une minorité, et si on veut se faire entendre, il faut parfois prendre la langue de Goethe et pas celle de Voltaire. D'accord. Donc c'était une des choses, pour revenir à la question, qui m'a marqué évidemment. Et puis après ça, beaucoup de plaisir dans cette période. J'ai eu l'occasion effectivement de goûter un petit peu à toutes les variété de la médecine vétérinaire durant les études, et puis je me suis retrouvé par la suite pendant près de 3 ans comme assistant à la clinique des chevaux de l'université de Berne. Donc là j'ai pu me trouver un peu confronté à la mise en pratique de ce que j'avais appris dans les années qui précédaient. Et alors, est-ce qu'il y a des professeurs qui t'ont particulièrement marqué, ou peut-être même des mentors parmi les gens qui enseignaient à Berne ? Bon, on avait évidemment à l'époque le grand patron de tout cela qui était Heinz Gerber, qui a quand même été une figure marquante, je dirais plus de la fin du XXe que du début du XXIe, mais son fils est actuellement Vince, le directeur de la clinique aussi équine à Berne. Donc ça a été clairement une personne qui avait justement ce qui était, je peux dire, un homme de cheval vraiment. C'était pas seulement un vétérinaire, c'était aussi quelqu'un qui avait monté à cheval, qui se passionnait pour l'équitation, et c'est quelqu'un qui nous a certainement beaucoup marqué à l'époque dans la formation. Une personne qui m'a beaucoup touché à l'époque était Gottlieb Ulci, qui était le grand radiologue de l'époque, qui a fait beaucoup pour le développement de toute l'imagerie. À l'époque, on parlait essentiellement de radiologie. L'échographie débutait, mais par contre, entre la radiologie et la scintigraphie, Gottlieb Ulci a fait énormément, et c'est aussi quelqu'un qui m'a marqué durant la formation. On peut dire que c'était des maîtres. Tout à fait. Très bien. Et donc après, comment as-tu démarré dans ce métier de vétérinaire ? Après avoir fait 5 et quelques années après la fin de mes études, dans des postes d'assistant, dans des postes de remplaçant, etc., j'ai ouvert un cabinet donc juste en dessus de Lausanne. Alors je suis rentré dans la partie francophone. Je suis originaire de Lausanne, et on a mis sur pied à ce moment-là une petite clinique qui permettait de à la fois faire de la médecine d'animaux de compagnie et de la médecine équine. J'ai jamais touché réellement à la rurale, sauf à donner des coups de main aux collègues qui avaient besoin, par exemple, d'une radiographie ou d'une table d'opération pour un ruminant. Mais disons que c'était pas du tout mon créneau. Le problème, je crois qu'on le connaît tous, c'est que la quantité de connaissances a tellement explosé ces 40 ou peut-être même 50 dernières années qu'il n'est plus possible d'être le vétérinaire qui sait tout sur toutes les espèces. Et donc à l'époque déjà, je m'étais limité, si on peut dire, sur ces 2 créneaux, la canine, comme on l'appelle en France, et l'équine. Et puis on s'est retrouvé à 2, 3 vétérinaires, et j'ai
plutôt occupé le secteur équin, mais en gardant toujours une partie de canine. Je trouvais aussi très intéressant pour une certaine maîtrise chirurgicale. C'était l'occasion de faire un peu plus de chirurgie, des chirurgies parfois un petit peu plus délicates, qui peut-être pouvaient donner une certaine habileté pour la suite. Et pendant ces années où tu es resté à la faculté, tu as eu la tentation d'une carrière académique ou... Non, pas vraiment. En fait, c'était pas quelque chose qui se mettait tellement dans mes idées. C'était bien d'être dans ce milieu. J'aime bien la réflexion, mais en même temps, je pense que j'avais envie d'être au contact du terrain. Très bien. Et alors, si on repense donc à ces premières années, tu regardes avec les yeux d'aujourd'hui, est-ce que ces jeunes vétérinaires d'il y a 30, 40 ans, est-ce que les jeunes vétérinaires d'aujourd'hui auraient quelque chose à leur envier ? Oui et non. C'est-à-dire qu'on avait encore, par le fait que la médecine vétérinaire n'avait pas le développement en termes de connaissances qu'on a aujourd'hui, on avait encore la possibilité peut-être d'être un petit peu plus des généralistes, avec toutes les limites que ça sous-entend, mais aussi avec le fait qu'on pouvait regarder un petit peu par-dessus la barrière ou à travers la fenêtre, et pas seulement se dire bon, je suis capable d'opérer une colique, mais par contre s'il s'agit de faire un trouble comportemental chez un chien ou de m'occuper d'une césarienne chez une vache, ça va être difficile. En même temps, on pouvait, disons, parfois être un peu prétentieux. Et quand j'y repense, avec un peu de honte, justement, quand j'étais assistant à la clinique vétérinaire de Berne, il m'est arrivé, alors que j'avais, comme on dit chez nous, j'étais pas sec derrière les oreilles, me permettait de donner presque des conseils ou des appréciations du travail de gens qui avaient 20, 25 ans de plus que moi et beaucoup plus d'expérience, mais je me croyais un peu tout puissant. On dit bien que la seule différence entre le vétérinaire et Dieu, c'est que Dieu ne se prend pas pour un vétérinaire. C'est ça. Très bien. Et en fait, l'envie d'être vétérinaire, elle venait d'où ? Un intérêt clair pour les animaux dont je ne pourrais pas dire vraiment d'où il vient parce que je suis d'une famille totalement citadine, un intérêt pour la médecine parce que mon père était médecin, et puis peut-être pas vraiment l'envie, j'étais encore naïf à l'époque, de me coltiner les patients humains avec leurs problèmes. Finalement, on se coltine les propriétaires d'animaux, c'est pas beaucoup plus facile, mais disons qu'à l'époque, c'était effectivement de me dire plutôt l'animal, et en même temps cet intérêt pour les sciences, pour la médecine qui était là, mais il n'y avait pas une grosse tradition animale ou équestre dans ma famille. Je suis un petit peu arrivé là-dedans comme un cheveu sur la soupe. J'ai une grand-mère qui a pas mal monté à cheval, mais autrement, c'est tout. Et du coup, est-ce que depuis, il y a d'autres membres de la famille qui sont devenus vétérinaires ? Alors non, pas vétérinaire du tout. J'ai 3 neveux et nièces, mais qui sont partis dans des domaines complètement différents, et une sœur qui fait de la musique. Bon, donc c'est Charles, le vétérinaire de la famille. On peut le dire, oui, tout à fait. Très bien. Et donc ensuite, qu'est-ce qui t'a emmené vers le monde de la compétition ? Bon, ça en faisait partie de façon un petit peu inévitable. Je me suis trouvé d'abord à être simplement sollicité comme vétérinaire sur une place de concours, rencontrer des gens, etc. Si on parle de personnes qui m'ont aussi marqué, un collègue qui est Pierre Schuit, qui était à l'époque président de la commission vétérinaire de la Fédération suisse des sports équestres, qui m'a dit « Est-ce que tu t'intéresserais à faire des contrôles dopage ?» Donc je me suis trouvé un petit peu une certaine officialisation en étant vétérinaire préleveur pendant, je pense, une dizaine d'années à peu près. Et puis ça s'est mis dans ce mouvement-là. La compétition elle-même, c'est effectivement de mettre en valeur les compétences d'un cheval, les compétences d'un couple, et je trouve que c'est une belle valorisation du cheval. Et en fait, donc tu es rentré comme ça et tu es devenu vétérinaire FEI. Alors oui, ça a commencé par les championnats d'Europe de concours complet junior en 89, si je ne fais erreur, qui avait lieu à Lausanne, où j'étais déjà dans le comité d'organisation parce que c'était le club dont j'étais membre qui organisait tout ça. Et puis on m'a dit, tiens, puisque tu es vétérinaire, tu pourrais pas devenir éventuellement vétérinaire FEI aussi. Et puis ça n'a pas arrêté depuis. Oui, c'est ce que je vois. J'imagine que c'est quelque chose que tu apprécies, d'être intégré sur ces événements et d'avoir ces responsabilités-là aussi. Alors la responsabilité, elle est clairement là, c'est intéressant. Il y a tout le volet
du respect, de la protection du cheval, de la protection de son état de santé, mais également de son bien-être. Et puis il y a un aspect social qu'on ne va pas négliger. C'est très agréable aussi de rencontrer des gens venant de différentes parties du monde, parfois de différents milieux, si on prend au niveau des officiels, des juges, des stewards, etc. Et il y a une certaine communauté que j'ai toujours plaisir aussi à rencontrer là-dedans. Il y a des échanges. Donc l'ensemble est, dans la très grande majorité des cas, extrêmement agréable. Et alors, est-ce que il y a un événement, on va dire, qui a été plus important que les autres, ou quelque chose qui te procure de l'émotion d'en parler? Enfin, est-ce qu'il y a eu un événement qui dépasse les autres dans tous ceux auxquels tu as participé? Ça dépend à quel point. Je dirais, au point de vue sportif, parmi les grandes manifestations auxquelles j'ai le plaisir de participer, ça a été des concours complets de Pau, où j'ai vécu en fait le passage de ce qui était le 3 étoiles de l'époque à 4 étoiles, qui maintenant est devenu 5, où j'ai officié, je crois, une dizaine ou douzaine de fois déjà, avec le plaisir à la fois de voir du sport de très très haut niveau, et puis de rencontrer une équipe fantastique. Donc c'est vrai que c'est un concours que j'aime beaucoup. Et puis, puisque je vais y retourner d'ici quelques temps du côté de Compiègne, Compiègne a été aussi un endroit que j'ai beaucoup aimé, ou que j'aime beaucoup, d'abord au niveau du complet, maintenant au niveau du dressage. Et puis, si on parle justement des relations humaines qui sont liées à tout ça, ces deux concours, si j'y suis arrivé, c'est grâce à quelqu'un qui a marqué, je dirais, le complet en Europe, voire dans le monde, c'est Guy Ottegui. Guy, qui était un très bon ami et qui m'a dit « Ah, mais est-ce que tu viendrais comme veto? Je connais bien le comité d'organisation. » J'ai dit oui, et je le remercie maintenant encore de m'avoir amené là-dedans. Ah oui, moi je l'ai pas mal côtoyé comme membre de jury. C'était très très agréable. Oui, c'était des grands moments. Et là aussi, alors si on parle des anecdotes, il y avait justement à Compiègne l'anecdote célèbre du plateau d'huîtres pendant le cross. Le jury n'ayant pas le temps de manger autrement, on attrapait vite quelques huîtres entre deux chevaux, et c'était très agréable. Et c'était toujours Guy qui était le grand commanditaire du plateau d'huîtres. Un art de vivre au travers du concours complet. Très rigoureux, très sérieux, mais en même temps très humain. Le concours complet, c'est ta discipline de cœur? Oui, je pense qu'on peut le dire, parce que c'est quand même pour moi celle qui démontre le mieux la collaboration du cheval, du cavalier, et la multifonctionnalité du cheval. C'est vrai que c'est particulièrement valorisant, je pense, pour les deux. Et puis c'est aussi une discipline, la discipline, je pense, avec l'attelage peut-être un peu aussi, où on peut le moins ne pas respecter son cheval. On doit le respecter, parce que sinon on n'arrive de toute façon pas au bout. Est-ce que j'ai souvent l'impression que c'est une discipline aussi où il y a, de par l'histoire de cette discipline, un souci particulier de la santé du cheval, et que la place du vétérinaire est une bonne place, on va dire. Oui, tout à fait. C'est clair que dans toute la préparation, dans tout l'entraînement, il y a déjà un suivi qui s'est aussi passablement perfectionné au niveau médical. Ça a joué un très grand rôle. On a passé de simplement quelques petites mesures de fréquence cardiaque à des lactatémies, à des calculs de VO2 max et tout le reste, qui permettent effectivement d'optimiser la préparation physique du cheval. Et puis c'est aussi la discipline, particulièrement au niveau international, avec l'endurance, où le véto a le plus gros poids dans des inspections de chevaux, où on peut finalement décider avec le jury, mais de dire on y va ou on n'y va pas, on continue pas, que ce soit à l'époque encore des formats longs dans la pause des 10 minutes avant le cross, ou en tout cas maintenant dans la seconde inspection, on peut encore tout d'un coup avoir un poids très important. C'est une grosse responsabilité, mais en même temps c'est une responsabilité qu'on peut prendre avec, je crois, pas mal de fierté, d'être le conseiller du jury en la matière. Et puis comme je disais tout à l'heure, j'ai passé par une formation d'officier vétérinaire, donc le fait de me trouver conseiller d'un commandant, d'un président de jury, ça a toujours été quelque chose qui pour moi passait très bien. Et est-ce que tu as l'impression quand le vétérinaire, on va dire ce fameux dimanche matin dans le concours complet, où un cheval un petit peu juste va se retrouver en prison, comme on dit, le vétérinaire l'inspecte, est-ce que tu as l'impression qu'en général, ces décisions sont bien comprises par les cavaliers au-delà de la déception, qui est de ne pas finir le concours parfois alors qu'on est en bonne place?
Je crois que dans la très grande majorité des cas, ils l'apprennent bien. Il n'y a qu'à voir, surtout si on a un bon vétérinaire à la prison, le nombre de cavaliers qui ne représentent même pas un cheval, parce qu'une fois qu'on a examiné le cheval un peu plus attentivement, on dit non, là il y a un suspenseur qui est quand même un peu sensible, là il y a quelque chose qui pourrait mal tourner, ne serait-ce que sur une douzaine de sauts dans le CSO de l'après-midi. Donc les gens font attention la plupart du temps. De temps en temps, il y en a bien entendu un qui ne le prend pas bien ou qui dit mais il a toujours été comme ça, sauf qu'on l'avait vu. Pour autant qu'on ait une première inspection des chevaux, ce qui me manque dans certains formats, les formats courts, je déplore, petite parenthèse, mais qu'on n'ait plus une inspection obligatoire avant l'épreuve. Mais si on a vu les chevaux à l'entrée et qu'on voit qu'ils ne sont pas les mêmes après le cross, on peut se dire que le cross, il a certainement joué un rôle là-dessus. Oui, très intéressant. On en vient tout naturellement à parler d'un gros sujet. Un gros sujet quand on discute avec Charles Trollier, c'est qui est cette notion de respect du cheval. Je pense qu'on est tous les deux des gens qui ont été éduqués avec l'ambition d'être un homme de cheval. C'est un terme qui est moins employé aujourd'hui, mais c'était quand même une ambition assez relevée. Je pense que devenir un homme de cheval, pour certains, c'était même un projet de vie. Oui, sûrement. Alors, je ne sais pas si, quand j'avais 18 ou 20 ans, le terme d'homme de cheval me parlait réellement, et que je me faisais vraiment une image en disant « c'est ça que je veux être » ou autre. Par contre, toujours pour reprendre dans les anecdotes, c'est là qu'on va comprendre l'âge, je me rappelle que je donnais un coup de main dans des écuries où j'apprenais à monter à cheval, je devais avoir 16 ou 17 ans, et le maître de manège, un jour, rentre d'une balade qu'il avait été faire. Pour moi, ce monsieur qui devait être aussi âgé que je suis aujourd'hui, c'était un vieillard et c'était Dieu. Et il me dit, j'ai de nouveau appris quelque chose avec les chevaux aujourd'hui. Et ça, je le garde maintenant toujours dans ma tête parce que je me dis, si ce monsieur professionnel de l'équitation, âgé, expérimenté, que j'admirais énormément, me dit, je ne savais pas tout. Je le garde en disant, je ne sais toujours pas tout et je ne saurai jamais tout. Ouais. Donc, cette envie de continuer à se former, à s'informer autour du cheval, essayer de mieux comprendre. Et là, on a aussi évidemment vécu ces peut-être 25-30 dernières années un tel enrichissement dans les connaissances qui sont fantastiques, dans les moyens aussi de documenter, que ce soit au niveau d'analyse cinématique, que ce soit des mesures des capteurs de pression, de force, toute l'imagerie qui s'est développée, y compris des caméras embarquées, des endoscopies en mouvement, etc., etc. J'ai commencé à faire des endoscopies laryngées avec un beau laryngoscope RAID où on était déjà très heureux si on n'avait pas fait saigner le cheval à la fin. Donc, quelque part, ça nous permet aussi de développer ce concept d'homme de cheval et de s'apercevoir qu'on doit rester extrêmement modeste, mais d'essayer de quand même faire le mieux. En tout cas, c'était une belle leçon, ce côté de continuer à apprendre tout au long de sa vie. Donc, si on parle... En fait, mon propos serait de dire, finalement, est-ce que cet homme de cheval, il avait, même si on n'y mettait pas tous les mots d'aujourd'hui, il avait déjà le souci de respecter son cheval. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on transporte ça dans le vocabulaire et puis dans une certaine façon aussi de regarder l'équitation. Ou est-ce qu'au contraire, tu penses que dans les temps passés, vu la vision animale, on n'était pas très respectueux du cheval et qu'il est urgent d'en acquérir le souci? Alors en bon suisse, je dirais il y a des deux. Non, c'est-à-dire que je pense que le respect du cheval ou la façon de se comporter avec le cheval, il y a, mettons, 100 ans, au début du XXe siècle, bon, j'y étais pas, mais enfin c'est comme ça que je le perçois, c'était d'abord un animal qui travaillait, c'était un collègue de travail, les conditions de vie de l'utilisateur étaient parfois rudes, et ça déteignait évidemment aussi sur la façon de s'occuper du cheval ou de ne pas s'occuper du cheval. On pense le cheval qu'on descendait dans une mine, c'était certainement pas très drôle pour le cheval, mais les gars qui travaillaient au fond de la mine, ils vivaient pas très bien non plus. Donc on a amélioré les conditions de vie de l'être humain et en parallèle, tant mieux pour les chevaux, on a amélioré aussi celles des chevaux. Donc je pense pas qu'on puisse dire que dans la majorité des cas, il y avait vraiment une volonté de mal faire. Mais par contre, on était plus confronté à des réalités parfois assez dures. Et puis si on pense tous les chevaux militaires, le cheval qu'on perdait pour une raison ou pour une autre, pas forcément par mort, mais même simplement parce qu'il était plus utilisable,
c'était indirectement une perte pour l'armée et pour l'individu cavalier qui n'avait plus son cheval. Et on dit dans les... Vous remarquerez que j'aime bien mes petits proverbes, mais un cheval sans cavalier reste un cheval, mais un cavalier sans cheval, c'est un piéton. C'est ça. Et là, je pense qu'on a ce besoin. Et alors maintenant, on a évidemment une évolution importante, c'est que le cheval de travail à proprement parler dans nos régions, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il joue un sacré rôle encore dans beaucoup d'autres parties du monde, mais dans nos régions a fortement diminué. Donc on a finalement des cavaliers, hors les cavaliers professionnels, qui sont en rapport 1-2 heures par jour, et peut-être même pas tous les jours de la semaine, avec leur cheval. Donc c'est beaucoup plus difficile d'être un homme ou une femme de cheval quand on rencontre très ponctuellement son cheval que si on passe le matin, on va mettre le collier à l'écurie, on va labourer toute la journée et puis on rentre le soir. Le contact est obligatoirement différent. On a fait intervenir cette année sur notre séminaire François Sarano, donc, qui est un plongeur et qui disait aujourd'hui avec Internet on peut tout savoir d'un animal mais on ne peut pas le connaître parce que pour le connaître il faut le rencontrer. Et je pense que c'est un élément important qu'on peut extrapoler du cachalot au cheval, c'est que pour connaître le cheval, il faut partager du temps avec lui. Et on le voit très bien dans notre activité professionnelle de vétérinaire, quand on est amené à avoir des propriétaires ou même des palefreniers, grooms, etc. Si on regarde leur attitude, leur gestuelle, leur façon de se comporter autour d'un cheval, on voit tout de suite si ils ont trouvé ou pas. J'ai eu la chance, dans toute ma carrière professionnelle, d'avoir un nombre extrêmement réduit de pépins physiques. J'entends, j'ai pris extrêmement peu de coups de pied, de bousculades ou je ne sais quoi d'autre. Peut-être parce que je sais à peu près prédire comment le cheval pourrait réagir, ça ne veut pas dire qu'il va le faire à tous les coups, et me dire, j'ai meilleur temps de me mettre là plutôt que là, ça peut être parfois quelques degrés de différence de position ou quelques centimètres de plus en avant ou en arrière, on connaît tous ça, si on est accroupi sous un cheval en train de suturer une plaie, on sait comment il faut se mettre pour que si ça réagit, parce que l'anesthésie elle est parfois bonne puis parfois on la loupe, on va essayer de ne pas ramasser le plus possible le méchant coup de pied. Et ça, il y a une connaissance de l'ensemble du cheval et de se dire, même si je suis en train de regarder ce que je suture, j'ai un coup d'œil sur le muscle qui se contracte en dessus, je me dis, oups, tout d'un coup, bien attention. Et en même temps, quand on voit tout ce qu'on a appris sur la cognition du cheval aujourd'hui, on sait qu'il est très réceptif à dans quel état nous sommes, dans quelles intentions on a vis-à-vis de lui, et je pense que parfois, il y a des jours, on n'est peut-être pas dans les bonnes dispositions, on va dire, pour aborder un cheval. Il peut nous le dire à sa façon. Oui. Mais justement, là, dans l'aspect plus cavalier que vétérinaire, peut-être que l'intelligence du cavalier serait aussi de dire aujourd'hui, c'est pas le jour. Alors, je vais faire une balade longue graine, mais j'avais prévu un travail sur les barres ou autre. Le cheval, on ne sait pas, une des plus grandes inconnues que j'ai comme vétérinaire aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'un cheval est quand il a mal à la tête. Nous, on sait très bien que si on a mal à la tête un beau matin, on est irritable, etc. Le cheval, il a beaucoup de peine à nous dire « j'ai une sacrée migraine ». Et pourtant, j'imagine, en toute logique, que ça doit arriver que des chevaux aient mal au crâne, comme nous, sûrement, et qu'ils n'aient pas envie de faire ce qu'on leur demande ce jour-là. Et l'intelligence, c'est peut-être de dire aussi « je ne vais pas te forcer à tout prix », mais dire « bon, je prends un autre canal, et puis je reviendrai là-dessus une autre fois ». J'ai le souvenir d'un cheval qui j'avais enlevé une molaire. Et le propriétaire il me remerciait tous les ans quand je voyais son cheval par exemple, en me disant le jour où vous l'avez opéré, j'ai changé de cheval. Il avait un cheval qui n'était pas très agréable, un peu difficile, etc. Et j'ai toujours imaginé qu'il devait être migraineux de sa sinusite, qui n'était pas encore diagnostiquée, etc. Et puis finalement, en étant traité, il était devenu agréable parce qu'on l'avait débarrassé de ses... je pense qu'il y a problème de type migraine. Il y a beaucoup de choses où effectivement les soins, que ce soit des soins vraiment vétérinaires purs ou des soins paravétérinaires, qu'on parle d'ostéopathie, qu'on parle d'autres activités, peuvent apporter quelque chose de bien-être à un cheval qui finalement vont le changer dans sa vie de tous les jours et donc aussi dans son activité, que ce soit une activité sportive ou une activité de loisir. Alors quand on parle de respect du cheval, de bien-être du cheval, c'est fréquent que le nom de Charles Trollier soit prononcé. Qu'est-ce qui t'a amené à t'investir sur cet aspect-là ? Bon, d'abord, je pense quand même le fait que j'aime les chevaux.
Donc quelque part, quand on a un être vivant qu'on aime bien, on essaie que sa vie soit si possible à peu près agréable. Et puis, comme j'avais aussi ces liens, ces attaches avec la compétition équestre et la pratique équestre en général, il me semble essentiel qu'on puisse documenter que nous faisons un maximum de choses bien pour les chevaux. Tout n'est pas parfait, on ne va pas se leurrer non plus, mais qu'on doit faire au mieux nos différentes activités avec les chevaux et chercher à améliorer ce qui peut et doit l'être dans l'intérêt des chevaux, aussi bien pour les chevaux eux-mêmes que pour les pratiques équestres et la compétition comme pratique, sinon ultime, du moins comme pratique de pointe dans l'activité des chevaux. Évidemment, il y a le poids des habitudes, notamment, comme tu le disais tout à l'heure, on a des habitudes ancestrales avec cet animal qui nous côtoie depuis tellement longtemps. Donc il y a le poids de ces habitudes, mais est-ce que tu dirais que globalement, ton impression, c'est quand même que la plupart des cavaliers sont plutôt soucieux ou ouverts au fait d'être bien traitants? Alors, soucieux, ils le sont certainement. Est-ce qu'ils ont les connaissances pour être à la hauteur de leurs espérances ou de leurs attentes? Ce n'est pas toujours le cas. Je pense que globalement, dans les mauvais traitements, au sens large du terme, il y a beaucoup plus d'ignorance que de méchanceté. Il y a des salauds partout. Mais je pense que c'est une faible minorité. Par contre, il y a plus qu'on ne croit de gens qui, et on revient à notre question de l'homme de cheval, de gens qui, tout en voulant bien faire, ne font pas bien, respectivement font mal. Et là, il y a un problème général qui est le problème de la formation autour des chevaux. Et notre rôle de vétérinaire, il est aussi là-dedans de sensibiliser nos clients qui sont souvent dans des situations un peu problématiques quand ils nous appellent, à l'intérêt du cheval, à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire mieux, pour idéalement éviter de devoir appeler le vétérinaire. On a toujours dit, finalement, dans les réflexions que je mène, je dis si j'avais voulu devenir millionnaire dans mon métier, j'aurais vendu 2 médicaments qui malheureusement se vendent très mal pour les chevaux, c'est l'air et le mouvement. Mais finalement, il est clair qu'en ayant une bonne qualité d'air, en ayant des chevaux qui bougent régulièrement et qui, troisième chose encore, mangent aussi régulièrement que possible des aliments pas trop concentrés, on ne mettrait pas forcément tous les vétos au chômage, mais on diminuerait certainement un certain nombre de problèmes. C'est sûr. Je pense que donc si on a beaucoup d'ignorance, ça veut dire qu'il y a un besoin d'information, puis d'éducation. Pour toi, le vétérinaire, c'est quelqu'un qui est au cœur de cette éducation? Je pense qu'on a un rôle très important à y jouer et qu'on peut le jouer encore plus. On devrait essayer le plus possible, et ça pas seulement en équine, je pense dans toutes les espèces, de faire plus d'information et de prévention et de ne pas jouer que les pompiers. De temps en temps, il y a un incendie et on a besoin de pompiers. Mais si on peut éviter que le feu ne prenne, c'est encore mieux. Donc, quelque part, je crois ce qu'on devrait faire dans l'intérêt des chevaux, c'est moins valorisant. Parce que si le cheval ne tombe pas malade, on ne saura pas si c'est à cause ou grâce au vétérinaire. Tandis que si le cheval est guéri, souvent c'est grâce au vétérinaire. Ouais. Et les 3-4 guérisons, tu les connais. C'est sûr, mais moi j'ai une petite formule que j'aime bien dire à mes clients. Je dis, si je fais bien mon travail, vous allez avoir l'impression que je ne sers à rien. Oui, voilà. Mais idéalement, c'est ça. Et pour ça, l'approche chinoise de la médecine est intéressante, de dire on paye le médecin aussi longtemps qu'on n'est pas malade, parce qu'il garantit notre santé, et puis au moment où on tombe malade, il doit nous soigner, mais il ne touche plus rien. C'est ça. Je ne sais pas si on vivrait bien aujourd'hui, mais enfin, la réflexion mérite d'être faite. Par rapport à cette responsabilité du vétérinaire, est-ce que ton impression, c'est que les vétérinaires sont suffisamment formés à cette notion de respect, bien-être, bien-traitance? On devrait probablement l'augmenter. Mais c'est vrai que pour l'étudiant vétérinaire, il a envie de montrer qu'il a pu faire quelque chose. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si je fais une injection et que le cheval ne boite plus, n'a plus mal au ventre ou ne tousse plus, j'ai fait quelque chose. Si j'ai simplement dit, faites attention, si vous faites ça et ça, votre cheval risque de boiter, et que parce que les gens ne le font pas, ils ne boitent pas,
on ne va pas dire qu'est-ce qu'il est bon comme vétérinaire. Donc le jeune vétérinaire, et ce n'est pas une critique à leur égard, je comprends, je l'ai vécu comme je disais en voulant donner des leçons à des gens qui avaient 20 ou 25 ans de carrière de plus que moi, on a envie de faire et non pas simplement d'éviter de devoir faire. Donc peut-être que dans la formation, on pourrait encore plus sensibiliser sur l'aspect bonne santé, bien-être en général, pour que les vétérinaires reprennent encore plus ce rôle de prévention des problèmes et pas seulement de thérapeute lorsque les problèmes sont présents. C'est vrai, je pense qu'on a aussi un rôle, j'allais dire de sentinelle, c'est-à-dire qu'il y a aussi tous ces petits symptômes que par une bonne connaissance de ce cheval-là, on va voir les choses se préparer et on peut, avant d'être le moment où on sort la seringue, qui peut être de dire il se passe quelque chose, réfléchissons ensemble pour préserver l'intégrité de ce cheval-là. Voilà, et là, je pense qu'il y a une catégorie qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui est très importante, ce sont tous les professionnels du cheval, propriétaires d'écuries, grooms, palefreniers, etc. Parce que dans toutes nos écuries où on a des pensions ou des choses comme ça, comme je disais tout à l'heure, le propriétaire ne vient que quelques heures par jour dans le meilleur des cas. Le groom qui a l'habitude de donner à manger au cheval le matin et qui un matin remarque que le cheval ne se comporte pas comme d'habitude, si au lieu de dire simplement c'est un imbécile, pourquoi est-ce qu'il ne se met pas comme... se dit tiens, il se déplace moins bien dans son box que hier, qu'est-ce qui se passe? Et là on va repérer le début de fourbure, pour prendre un exemple tout simple, qui aurait peut-être à la limite échappé pendant toute la journée jusqu'à 18h quand le propriétaire va venir, va vouloir sortir le cheval du box, puis constatera qu'il marche sur des œufs, et là on appellera le vétérinaire, on aura perdu 8, 10, 12 heures dans le traitement du fourbure et on sait que c'est jamais une bonne idée, et puis en plus on va devoir traiter ça à 20h ou 21h le soir. Et même si on est des vétérinaires très dévoués, parfois on aura plus envie de faire le maximum à 10h du matin qu'à 22h. Donc l'importance de ces personnes professionnelles en contact journalier, on peut aussi penser parmi eux à toute la confrérie ou la corporation des maréchaux, etc., qui ont aussi l'occasion de voir évoluer un sabot, de se dire tiens voilà, je constate tel ou tel changement de forme, tel ou tel cercle qui apparaît. Je ne vais pas simplement dire un coup de râpe et ça va régler la chose, mais pourquoi est-ce que tout d'un coup on a un sabot qui s'évase, pourquoi est-ce qu'on a des talons qui se resserrent ou des choses comme ça? C'est intéressant d'essayer de le repérer assez tôt. Peut-être que le cheval n'est même pas encore en train de boiter, mais simplement d'avoir une charge légèrement différente. Et puis viendra là derrière encore, dans toute cette histoire-là, les enseignants d'équitation, les coachs, etc. Parce que on doit bien l'admettre, d'abord le cheval il n'est pas vraiment fait pour qu'on se mette sur son dos, donc il faut qu'on essaye de le faire en lui suscitant le moins possible de surcharge ou d'inconfort ou d'inconvénients. C'est vrai que moi je trouve que si on en revient au concours complet, parce que je pense qu'on partage une certaine affection pour cette discipline, moi j'ai accompagné quelques chevaux aux Jeux Olympiques après 15 ans. Je trouve que c'est une assez belle image de ce sport, c'est-à-dire que le cheval il peut encore être en assez bonne santé et sûrement avoir du plaisir, parce que je pense que s'il n'en avait pas, il ne pourrait pas performer à ce niveau-là. C'est agréable d'accompagner, mais quand on a un cheval de cet âge-là qui performe, on voit qu'il y a toujours une équipe autour. Tout à fait. Le cavalier, le groom, le vétérinaire, l'ostéopathe, le maréchal, et même au niveau du coach, chacun apportant sa pièce du puzzle, c'est là qu'on a le travail le plus intéressant. Et on a quand même si c'est peut-être une évolution d'ailleurs qui mérite qu'on y fasse attention, mais on a quand même dans le complet beaucoup moins que dans le saut, le fameux mercato où le cheval change 5 fois de pilote et 4 fois d'écurie. Nos chevaux de complet, toute une série, sont des chevaux qui ont sinon été débutés même par des grands, mais en tout cas, disons, qui ont été pris relativement tôt et qui accompagnent des carrières. Et c'est aussi une chose qui est intéressante, c'est de retrouver des petits cavaliers concourir contre des stars olympiques qui sortent un cheval en 2 étoiles. C'est vrai. Mais c'est vrai que moi, dans les chevaux comme ça que j'ai connus depuis leur début jusqu'aux Jeux Olympiques, il y avait le cheval de Nicolas Touzin, Hidalgo de Lille, avec lequel il avait gagné à badminton, qui a fait à Londres, c'était sa dernière grosse échéance, les Jeux de Londres, la vidéo de son cross, c'est un pur plaisir, parce qu'on voit qu'il y a cette connaissance mutuelle qui est très utile dans la discipline et qui évite peut-être ce mercato, parce que je pense que c'est des chevaux, si on les sort de ce contexte d'éducation, de ressenti, etc., ils vont avoir du mal à être aussi confiants, à être aussi performants.
Et on peut aller encore plus loin quand on parle de bien-être, et c'est dans les problèmes qu'on rencontre quand même aussi dans les compétitions. Les chevaux ont aussi leur personnalité, ils ont aussi leurs copains chevaux. Et si régulièrement, je dirais chaque week-end, j'ai 2 autres chevaux à gauche et à droite, que je vois plus ou moins, que j'entends plus ou moins, les chevaux sont certainement stressés ou en tout cas marqués par le fait de changer. Quand on voit un groupe de chevaux qui vivent à 2, qui vivent à 3, moi j'ai actuellement 2 chevaux âgés qui sont dans 2 box voisins avec une terrasse où les 2 peuvent se toucher l'un l'autre, qui sont au pré ensemble. Ils sont parfaitement capables de partir l'un tout seul sans l'autre. Mais en même temps, on voit qu'il y a une réelle interaction entre les 2 et que l'absence de l'un peut ou pourra, parce qu'il y en aura bien un qui va mourir avant l'autre, avoir des conséquences sur son voisin qui ne sont pas forcément faciles. Donc nos chevaux de compétition, on leur demande aussi cette adaptabilité, et elle existe, et je ne suis pas opposé à ce fait-là, mais on doit peut-être y penser en disant, est-ce qu'on veut vraiment demander ça 52 week-ends par année à un cheval, ou est-ce qu'on peut lui donner aussi une possibilité, outre son repos physique, d'un certain repos mental? Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à prendre le TGV, à voyager d'un bout à l'autre de l'Europe pour être vétérinaire sur des événements comme ça? La réponse est toute simple, les chevaux. Non, c'est vrai, c'est les chevaux d'abord quand même, se dire, voilà, est-ce qu'on peut essayer de... C'est un petit peu prétentieux d'assurer leur avenir, mais enfin c'est un tout petit peu ça, dans ma toute petite micro-partie là-dedans, si ça peut faire assurer un petit peu un avenir pour le cheval en tant qu'animal, pour les activités humaines. On nous a trouvé maintenant, tu as vu certainement qu'on est à 4500 ans d'équitation, vu les dégâts constatés sur certains squelettes qui doivent être aussi moches que les nôtres, avec des modifications squelettiques typiques du cavalier. Il y a une longue tradition, il y a une longue histoire. Je suis aussi un amateur d'histoire. Accessoirement, je préside l'association du musée du cheval qui se trouve près de Lausanne. Si jamais il y a des gens qui veulent venir, ils sont les bienvenus. La page de pub est close. Mais je pense que c'est très important de se dire on a une longue histoire commune avec le cheval et je ne peux pas imaginer qu'elle se termine du tout. Et en tout cas pas brutalement, et ce que j'aimerais, à tous les coups éviter, ça c'est ma petite part égoïste, j'aimerais pas qu'elle se termine de mon vivant. D'accord. Et alors, c'est le même genre de préoccupations qui t'ont amené à prendre les rênes de la Fédération équestre suisse? Ça a été une part de tout ça. Bon, après ça, il y a tous les aspects, entre guillemets, politiques, parce que j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on est une petite minorité francophone. Il y avait un poste à prendre qui revenait plus ou moins de droit à un francophone. J'avais un profil qui pouvait plus ou moins convenir. Et c'est comme ça que je suis entré au comité. Et puis que 8 ans plus tard, on m'a poussé à la présidence. Poussé, j'ai pas du tout résisté non plus, je l'avoue volontiers, parce que je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire bouger les choses dans le bon sens, et ça a été un petit peu un des axes de cette période de présidence, c'est dire on veut maintenir des sports équestres, mais on veut assurer que dans les sports équestres, le bien-être du cheval soit là, et puis un deuxième aspect, hors de l'aspect purement compétition, c'est que finalement aujourd'hui, la compétition ou les compétiteurs, c'est 10% à peu près des équitants. Et qu'on a aussi, on en parle beaucoup moins, des conditions de vie et des conditions d'utilisation pas toujours optimales dans toute l'équitation de loisirs. Et si ça représente 90% des équitants, eh bien, on doit aussi se faire attention à eux, même s'ils sont beaucoup moins ou pas du tout organisés et qu'on a peut-être parfois plus de peine encore à les former, à les informer, à les sensibiliser. On fait beaucoup au niveau des cavaliers, il y a beaucoup d'initiatives au niveau des compétiteurs pour des jeunes cavaliers, des académies, Young Riders Academy, etc., qui sont des choses excellentes. Mais de nouveau, ça va toucher un tout petit pourcentage et il faut qu'on essaie de toucher le cavalier qui sautera jamais plus de 60 cm ou même qui ne sautera jamais du tout, mais qui a grand plaisir à aller faire 2 heures de balade, et tant mieux pour le cheval aussi. Mais il ne faut pas que le cheval ait à en pâtir, pas plus que s'il faisait 1m60 sur un Grand Prix. Bien sûr. Et finalement, ces années à la présidence, c'est une bonne expérience? Oui, tout à fait.
Je les regrette vraiment pas du tout. C'était l'occasion de se faire beaucoup de réflexions, de rencontrer beaucoup de gens, d'échanger beaucoup. Et puis, ça m'a ouvert, disons, pas mal de portes pour discuter, pour challenger certaines options, et puis se dire aussi, on peut avoir des très belles idées, mais encore faut-il pouvoir les mettre en pratique de façon concrète, parce que ça ne sert à rien d'avoir une superbe théorie si elle n'est pas applicable d'une façon ou d'une autre. Donc c'était vraiment une superbe période, et j'ai été très très bien entouré aussi dans le comité, au niveau du secrétariat. J'ai eu des collaboratrices et collaborateurs vraiment de très très haut niveau. Et puis, pour ne pas laisser la moindre ambiguïté, si j'ai arrêté, c'est simplement parce que statutairement, je ne pouvais pas faire plus. Et en même temps, c'est une excellente chose, parce que j'aurais pu être tenté de continuer et de faire l'année ou les années de trop. Donc j'ai pu passer la main à quelqu'un qui n'est pas du tout alors du côté vétérinaire, qui a une vision différente. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans la fédération, je suis ça avec beaucoup d'intérêt, mais disons que je n'ai aucun regret de cette période, et vraiment j'ai eu énormément de plaisir à mener, à tenir les rênes ou les guides, suivant ce qu'on est monté ou attelé, de la Fédération suisse des sports équestres pendant 12 ans. Et alors, pendant ces 12 années de présidence, en parallèle, tu étais toujours vétérinaire ? Alors, j'ai toujours eu une activité vétérinaire, mais qui évidemment a passablement diminué. C'est un poste qui est un poste tout à fait de milicien, comme bien souvent les Suisses. Donc, financièrement, ça ne rapporte rien. Donc il fallait bien vivre aussi un petit peu, et donc j'ai continué à avoir une activité professionnelle vétérinaire, mais évidemment quand même passablement plus réduite, parce que ce poste fédération, de façon un peu irrégulière, mais c'est 30-40% du temps. D'accord. Et aujourd'hui, ton activité vétérinaire ? Alors, elle est encore plus réduite parce que, revenant à ce que je disais tout à l'heure, il y a tellement de connaissances qui s'accumulent que si on ne fait pas de la formation professionnelle permanente, et je ne pouvais quand même pas arriver à tout faire, je ne serais pas honnête en disant que j'ai le niveau pour maintenant m'occuper de façon vraiment actuelle de tous les chevaux. Donc j'ai toujours quelques clients qui sont plutôt des amis que des clients, j'ai des choses comme ça, mais par contre j'ai aucun problème. J'ai eu une collègue qui a travaillé longtemps avec moi, qui maintenant s'est mise à son compte, et comme elle l'a fait pas très loin de là où je suis, eh bien je lui renvoie très volontiers des cas. Et puis il y a aussi une autre question purement d'honnêteté, c'est que si on est vétérinaire, dans les chevaux en particulier, on se doit d'avoir une certaine disponibilité. Alors, juste aller faire des vaccins le jour où ça arrange tout le monde et puis pas pouvoir répondre pour une colique, je me sentirais assez mal à l'aise face à mon client et face au vétérinaire qui, lui, va devoir aller faire la colique alors qu'il n'a pas pu faire les choses agréables, si on peut dire, ou disons planifiables et rentables. Et alors, et donc tu pratiques moins, mais toujours avec plaisir ? Oui, alors j'ai toujours plaisir, disons, à fréquenter les chevaux, aussi bien sur un plan cavalier ou m'occupant de chevaux que sur le plan de l'aspect plus médical, de pouvoir quand même encore conseiller, traiter dans la limite de mes compétences, etc. Et alors on voit aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'un certain mal-être dans la profession vétérinaire, et particulièrement peut-être vétérinaire rural et vétérinaire équin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces jeunes vétérinaires pour garder du plaisir, parce que finalement, le plaisir, c'est quand même un antidote à pas mal de choses. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à ces jeunes vétérinaires ? Savoir relativiser, c'est-à-dire qu'on a, ce qui explique peut-être un peu ce malaise, des attentes de plus en plus importantes, entre autres de la clientèle. Et quelque part, on veut toujours, si quelque chose ne se passe pas bien, qu'il y ait un responsable, et malheureusement, de temps en temps, c'est le vétérinaire. Pour évoquer la chose, je participais il y a bien quelques années à un congrès de maréchalerie en Allemagne. On avait une conférence concernant les problèmes de responsabilité civile du maréchal par un avocat qui nous a sorti, pour montrer la situation dans laquelle on est, la remarque en disant, voilà, si aujourd'hui quelqu'un sort de sa maison le matin, glisse sur une plaque de verglas, avant qu'il ait le cul par terre, il est en train de se demander s'il va attaquer le fabricant des chaussures, la municipalité qui n'a pas salé, ou le bon Dieu qui a fait geler. Mais se dire lui-même, et ça nous ramène à ce qu'on évoquait tout à l'heure, des mesures préventives, j'aurais peut-être dû faire attention parce que je remarquais qu'il faisait froid puis qu'il y avait une plaque de glace, ça on l'oublie. Et malheureusement, quand quelque chose ne tourne pas bien avec les chevaux,
avec les animaux en général, on a, je pense, de plus en plus tendance à vouloir mettre la faute sur le vétérinaire, et ça peut être très très dur. On l'a tous vécu, de se faire accuser à tort, peut-être parfois à raison aussi, mais surtout souvent à tort, d'incompétence ou de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire, ou alors quand on l'a fait, ouais, finalement c'était pas si difficile que ça, ce que vous avez demandé est beaucoup trop cher. Il y a aussi l'aspect économique, donc il y a des grosses pressions. Donc je pense savoir relativiser. Et puis, dans les conseils, effectivement, peut-être essayer d'arriver à en parler. Parce qu'on est souvent un petit peu des taciturnes, les vétérinaires, on intériorise beaucoup, et à un moment, par-ci, par-là, la cocotte minute, elle explose. Et ça peut être des explosions dramatiques, si on pense les taux de suicide, etc., sans compter toutes celles et ceux qui arrêtent simplement la pratique, en tout cas au niveau curatif. Rien contre le vétérinaire d'administration, ils sont absolument nécessaires, c'est des partenaires, mais quelque part, c'est vrai que c'est plus facile de se dire je commence mon travail à telle heure, je le finis à telle heure, mes responsabilités sont bien déterminées, et puis je peux quasiment tout prévoir. On ne pourra jamais tout prévoir. On aura toujours un problème imprévu dans notre activité professionnelle. Donc il faut être à la fois modeste et ouvert à pouvoir dire il y a des problèmes, j'ai des soucis, mais ça reste, après maintenant 45 ans à peu près de carrière, ça reste pour moi un très très beau métier. Est-ce que les jeunes vétérinaires ne mériteraient pas peut-être d'être formés à affronter cette pression, ou c'est finalement, on n'est pas dans un métier d'argent, on y va par goût du soin. Est-ce que ça ne mériterait pas un petit peu d'éducation là aussi pour savoir répondre à une demande, à une réflexion sur les tarifs, ou pour savoir répondre à une accusation de soins inadaptés c'est assez déroutant. Oui, je partage tout à fait ta réflexion, avec un problème corollaire de ce que je disais tout à l'heure quant à l'augmentation des quantités de connaissances. Combien de temps faudra-t-il pour former un vétérinaire si on doit encore rajouter tous ces aspects en eux-mêmes parfaitement intéressants? On augmente les cursus de plus en plus. On voit maintenant qu'un médecin, avec sa formation technique essentiellement, ne part en pratique privée qu'après 10 ans. Pas obligation, pas par ce qu'il aura éventuellement encore voulu faire, comme nous le faisons à titre plus ou moins volontaire à la fin de nos études, d'aller assistant, remplaçant, etc., à gauche et à droite. Est-ce qu'on arrivera encore à former? Et la question qui pour moi se pose derrière, comme je n'avais pas assez d'affaires il y a quelques années, j'ai encore présidé aussi la Société des vétérinaires suisses, une des questions qui fâche, c'est est-ce que nous pourrons encore à l'avenir former ce qu'on appelle un vétérinaire, c'est-à-dire une espèce d'omnipraticien capable de tout faire, de l'hygiène des viandes à l'insémination artificielle en passant par le comportement. Est-ce que on arrivera encore à former ces gens dans un délai raisonnable? S'il faut 20 ans pour former un vétérinaire, comment est-ce que ces gens pourront vivre pendant ces 20 ans, et comment est-ce qu'ils devront tarifer leurs actes s'ils veulent encore à la fin arriver à avoir gagné leur vie correctement et idéalement, je ne sais pas si on doit le dire ces jours, une retraite? Oui, c'est un sujet qui peut fâcher. Mais en même temps, je me demande si en fait il n'y a pas dans tout ça une question, c'est une pensée trop académique de la formation, et que moi j'observe que, alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de connaissances, les études étaient moins longues à l'époque où moi je les ai fait. On passait beaucoup de temps, de vacances. Moi, j'ai commencé à aller en vacances chez le vétérinaire, j'étais au collège. Et je pense qu'avec nos petits neurones miroirs, etc., on apprenait beaucoup des situations. Moi, je me souviens d'être allé stagiaire. J'étais peut-être au lycée, dans une ferme où le troupeau avait été abattu à cause de tuberculose. C'est très marquant, mais en même temps, on s'imprègne de quelque chose. Et je pense que moi, quand j'étais étudiant, on allait faire de l'aide en 3e année. Et en 4e année, on pouvait faire un remplacement, mais c'est pas qu'on pouvait, c'est qu'on le faisait. Oui. Alors il y avait peut-être quelques bavures, mais je pense qu'en termes de savoir-être, on avait appris des choses ailleurs que dans l'amphithéâtre qui nous permettaient de. Et j'ai observé quand j'étais prof à l'école de Nantes qu'on a parfois des étudiants qui arrivent en fin de cursus. Alors ils veulent absolument rajouter une année de plus, puis un internat, puis etc. Mais ils ont fait quelques stages. Une semaine par-ci, par-là, les stages obligatoires, etc. Et on perd cette transmission-là.
Il y a plus peut-être ce compagnonnage qui pouvait donner une intelligence relationnelle par l'exemple et puis en s'imprégnant aussi d'une culture peut-être. Oui, non, là, je partage tout à fait la réflexion. Après, il y a toutes sortes d'autres évolutions sociales ou sociologiques, que ce soit les attentes des personnes aujourd'hui, que ce soit quand même, et qu'on ne me taxe pas de misogynie pour autant, mais une forte féminisation de la profession qui a amené un autre regard. Il n'est pas meilleur ou moins bon, il est différent. Et lié quand même à cette augmentation des connaissances, l'apparition d'entités vétérinaires de plus en plus regroupant 3, 4, 5, 6 vétérinaires, si ce n'est plus, qui ont diminué l'aspect humain du vétérinaire. Avant, qu'en vétérinaire, c'était le véto qui vient, et que c'était toujours le même, et que, avec tout le risque qu'il y a de devenir trop copain avec son client, c'est aussi un risque. Mais on avait une perception humaine beaucoup plus marquée. Et il y avait aussi peut-être plus de respect, entre guillemets, pour le vétérinaire. Aujourd'hui, c'est un prestataire de service, et puis voilà, je le paye, donc il doit faire ce que je lui demande. Et cet échange humain a peut-être un petit peu péché ou eu des problèmes suite à cela. Mais ça, c'est une évolution de société liée à toute l'évolution de la société. On ne va pas la refaire, mais par contre, il faut essayer de faire au mieux. Et cette sensibilisation du vétérinaire à l'aspect humain, je serai le premier à la soutenir. Et toi qui voyages pas mal au travers des concours, etc., est-ce que tu vois des différences culturelles, professionnelles entre la Suisse, la France, la Belgique et d'autres pays non francophones ? Bon, je pense pas énorme dans ce qu'on appellera l'Europe, Europe géographique, puisque la Suisse n'est pas dans l'Europe Union, mais je pense pas énormément. Il y a des évolutions, il y a des spécificités un petit peu, mais en même temps, ce qui peut être un indice aujourd'hui, en Suisse, il est relativement difficile de trouver un vétérinaire assistant ou un repreneur suisse. On a énormément de consoeurs et confrères, que ce soit d'abord des pays francophones, la Belgique étant un très gros producteur de vétérinaires, mais ça je sais qu'il y en a aussi en France qui viennent pas mal, la France aussi, et même des pays non francophones. Moi j'ai eu l'occasion de travailler, d'avoir dans mon cabinet des vétérinaires italiens, portugais, etc., qui se débrouillaient finalement suffisamment bien en français pour pouvoir converser avec la clientèle et qui étaient très heureux d'être là. Alors que j'avais mis une annonce où finalement on aurait pu avoir aussi bien des vétérinaires suisses, et j'en ai eu très peu. Donc peut-être que là il y a en Suisse une moins grande disponibilité aujourd'hui à faire un petit peu le côté ingrat de la profession. Peut-être que le Suisse est trop à l'aise et trop confortable, et qu'on devrait de temps en temps aussi être un petit peu plus modeste. Très bien. Et au milieu de toutes ces activités trépidantes, est-ce que tu as le temps pour d'autres hobbies ? Assez peu, je l'avoue. Disons, les hobbies, finalement, ils ont la plupart du temps un lien avec le cheval, que ce soit, disons, simplement l'équitation en tant que hobby, ou que ce soit des activités culturelles. J'évoquais ce musée du cheval, qui est une chose, j'ai un intérêt pour l'histoire en général, mais c'est clair que cette histoire, elle va volontiers se cibler un petit peu sur l'histoire du cheval et de tout ce qui tourne autour, des choses comme ça. J'aime bien lire un moment, j'aime bien écouter un peu de musique par-ci par-là, mais disons que le cheval, c'est quand même 90% de ma vie, sous toutes les formes existantes. Et alors, si tu aimes lire, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué ta vie ou ta carrière ou des... Carrière, je sais pas. Il y en a un qui sous-tend un petit peu ces réflexions de bien-être et autres. C'est le bouquin de Marthe Keller-Worthington, Sommes-nous cruels avec les chevaux, parce que son premier chapitre est très intéressant. Marthe ayant une formation à la fois de comportementaliste et de philosophe, elle dit « Qu'est-ce qui nous autorise à monter à cheval ?» Et elle fait une analyse et on l'a reprise dans notre rapport éthique du Conseil observatoire suisse de la filière du cheval, comment est-ce qu'on fait une pesée d'intérêt. Et la domestication
c'est de toute façon une contrainte pour l'animal. Il perd, quelle que soit l'espèce, un certain nombre de libertés, un certain nombre de possibilités de choix, simplement parce qu'on met une barrière autour du parc, ou parce qu'on lui met une selle, une bride, ou à la limite parce qu'on le tue pour en faire de la viande. En même temps, il a un certain nombre d'avantages liés à cette domestication, de sécurité, de nourriture, de soins, d'occupation, etc. Si ces deux aspects sont en équilibre, la domestication et l'utilisation des chevaux est éthiquement acceptable. Si la balance commence à pencher totalement du côté des choses négatives pour l'animal sans que ce soit compensé, là on ne peut plus le faire. Et je pense que c'est ce qu'on doit réfléchir dans notre relation avec le cheval, avec les animaux en général. Je ne suis ni végétarien ni végane. Par contre, j'essaye, dans toute la mesure du possible, de consommer des produits animaux où je peux être à peu près sûr que les animaux ont été élevés et, le cas échéant, mis à mort de façon correcte. Mais j'estime que c'est acceptable. Donc ce bouquin, pour revenir à la question, c'en est un qui m'a pas mal marqué, effectivement. Il y a des bouquins de Gouraud aussi qui sont évidemment très intéressants là-dessus. Le dernier tout petit, dont le titre exact m'échappe à l'instant, mais il pose une question très intéressante. Si le cheval n'avait pas été domestiqué, est-ce qu'il existerait encore aujourd'hui ? Et on peut se poser la question, vu l'évolution de la société, bon, comment la société, ça devient des hypothèses pures, comment la société aurait-elle évolué si le cheval n'avait pas été domestiqué, c'est une autre question, mais le cheval lui-même, peut-être que le fait d'avoir été domestiqué, le fait d'avoir été utilisé, lui a sauvé la vie. Donc c'est des petites lectures que je trouve intéressantes aussi là-dessus, et puis parfois des lectures plus critiques sur des réflexions à l'égard des chevaux. Il y a un bouquin qui m'a marqué dans les bouquins récents, qui est sorti il y a un peu plus d'une année, I Can't Not Watch Anywhere, qui est ce bouquin extrêmement critique sur les sports équestres publié au début de l'année dernière, qui a, il ne faut pas l'oublier, comme sous-titre « Pourquoi faut-il supprimer les sports équestres des Jeux Olympiques ?» Donc on est dans cette tendance ou dans ce risque aujourd'hui, et je pense que toutes celles et tous ceux qui ont quelque chose à faire avec les chevaux doivent absolument en être conscients et pas se cacher uniquement derrière des belles paroles, mais aussi vraiment derrière des actes, même s'ils ne sont pas toujours faciles. Donc c'est un petit peu tout ça qui me motive encore, parce que comme j'ai dit, je tiens aux chevaux, je tiens aux activités avec les chevaux, et j'aimerais vraiment qu'elles puissent perdurer. En quelque sorte que chacun dans le monde du cheval prenne ses responsabilités. Ce serait très très bien, effectivement, et c'est pas toujours facile. Et justement, en évoquant ces questions de responsabilité, il y a des responsabilités au niveau des officiels, au niveau des compétitions, qui sont très dures à prendre. Quand on a un cavalier de très haut niveau et qu'on est un petit steward et qu'on va lui dire non, monsieur machin ou madame truc, vous ne devez pas faire ça, il faut avoir vraiment du courage pour le dire. Mais il faut aussi, ça peut nous ramener à la réflexion sur les vétérinaires, avoir appris comment le dire. Et si on peut former mieux ces personnes pour que les cavaliers en question ne se sentent pas agressés, mais au contraire le prennent comme une remarque constructive, ça peut apporter quelque chose. Donc vraiment, chacun doit essayer d'apporter sa pierre à l'édifice si on veut que les activités avec les chevaux perdurent au-delà des 4500 et quelques années que j'évoquais tout à l'heure. Et ce sera le mot de la fin. Un grand merci Charles, c'était passionnant de t'écouter. On ne s'interdira pas de revenir vers toi sur ces sujets qui pourraient mériter d'être développés. En tout cas, ce sera avec plaisir le cas échéant de venir à ta rencontre. Avec grand plaisir, et bienvenue en Suisse le cas échéant pour toute personne qui regarderait cette petite interview. Avec plaisir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que cet épisode du Veto du mois vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Avant de vous quitter, je vous invite à retrouver dans la description de cet épisode une petite bio de notre invité et les éventuelles références faites dans l'épisode. Si vous souhaitez nous contacter pour poser des questions, proposer des invités, partager des réflexions, eh bien n'hésitez pas. Vous avez les liens toujours dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée. Encore 1000 merci de nous écouter. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, continuez à vivre votre métier avec passion.